Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, vous entendrez la 3e conférence de philosophie politique d'un cycle de 4 organisé par le Cercle Jean-Paul II à la salle paroissiale Saint-Félix, avec pour fil directeur fortifier notre capacité à agir dans la lignée du bien. Yann Le Bâtard, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de Rezé, nous parlera de la tentation d'une forme de pouvoir totalitaire qui se mêle au développement des techniques. Nous écoutons. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, on se retrouve pour la 3e conférence de ce cycle de philosophie politique et le titre « La technocratie et la tentation totalitaire » avec un sous-titre, c'est « La lignée de Caïn » parce que dans la conférence précédente, j'ai fait la distinction entre la lignée d'Abel et la lignée de Caïn. Alors je vais refaire quelques rappels pour que les choses soient bien situées. Au niveau du rappel, donc ça c'est Caïn qui est en train de mettre à mort Abel. Juste un petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas bien resituer le contexte de ces deux personnages. Donc on les trouve dans le premier livre de la Bible. Exactement, c'est le livre de la Genèse, c'est en Genèse 4 et si vous voulez aller la lire, c'est des versets 1 à 24. Mais il se trouve que dans le Coran, les deux personnages y sont aussi. Donc c'est les versets coraniques 27 à 32 de la sourate 5 dite Al-Maïda. Alors je prononce peut-être mal, c'est la table servie en traduction française. Alors dans la Bible, mais c'est pareil dans le Coran, Caïn est le fils aîné d'Adam et Ève, Abel est leur fils cadet, le 3e fils nommé dans la Bible s'appelle Seth, et ce sera leur frère Benjamin, mais il naîtra, alors on ne sait pas exactement combien de temps après, mais assez longtemps après la mort d'Abel. Donc le récit est très bref dans la Bible, ça fait 24 versets, et par jalousie, Caïn tue son frère Abel. C'est le premier meurtre humain dans la Bible. Il se trouve que dans le Coran aussi. Pourquoi j'ai choisi l'appellation lignée de Caïn ? Alors j'ai gardé 3 raisons, il y en a certainement plus, mais ça permettait de vous faire connaître aussi un certain nombre de choses. Première chose, Augustin d'Hippone mentionne souvent Caïn dans son livre La Cité de Dieu, en le présentant un peu comme je le présente, au niveau de la lignée de Caïn, qu'on va voir après, les caractéristiques. Une œuvre qui n'est pas forcément très connue, alors Gérard de Nerval, c'est un grand écrivain français, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde à avoir lu Voyage en Orient, et dans son livre Voyage en Orient, il présente la légende d'Adoniram, et il fait d'Adoniram le descendant de Caïn via son ancêtre Tubal-Caïn. Alors il se trouve que dans ce livre-là, enfin dans cette légende-là, il valorise Caïn, enfin il valorise Adoniram, et par ce fait-là, il valorise Tubal-Caïn et Caïn et toute sa descendance, tandis que Salomon est présenté comme l'ennemi, donc on reverra ça rapidement. Que ce soit dans la Bible, mais aussi dans la légende d'Adoniram de Nerval, Caïn s'est spécialisé dans la maîtrise des techniques, d'abord la forge, la construction des cités, et finalement, on s'aperçoit que la lignée de Caïn encourage la vengeance, et c'est une chose à retenir, parce que justement, la lignée d'Abel, c'est celle qui développe la culture du pardon, et la lignée de Caïn, c'est celle qui développe la culture de la vengeance. Comme je l'avais dit dans la 2e conférence, la lignée de Caïn et la lignée d'Abel, c'est des pôles qui ne sont pas forcément présents comme ça dans la réalité. C'est plus 2 pôles pour pouvoir discerner où est-ce que chacun d'entre nous, on se situe dans notre manière de nous comporter, et puis aussi comment se situe un certain nombre de nos institutions, un certain nombre d'organisations mondiales, dans la manière de se comporter. Donc ça semble binaire, mais c'est 2 pôles pour pouvoir se repérer, comme si on avait 2 phares se situant à 2 endroits. Évidemment, chaque personne après choisit d'être plus proche d'un pôle ou d'être plus proche de l'autre, et puis parfois on est un peu mélangé en fonction de nos comportements au quotidien. Alors, je reviens sur la lignée de Caïn. Donc, la caractéristique de la lignée de Caïn, donc, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir se repérer. Donc, elle existe depuis le début de l'humanité. Sa motivation principale, c'est la jalousie. Là, je suis en train de résumer en fait ce que on peut tirer de la lignée de Caïn en lisant la Bible, globalement. Mais c'est valable aussi, le Coran dit des choses assez proches, en fait, c'est assez surprenant. Et puis, Gérard de Nerval fait plutôt l'apologie de Caïn et de sa lignée, mais en fait, il met en évidence les mêmes choses. Donc, motivé par la jalousie, meurtrière dès le début, donc le meurtre, c'est une pratique fréquente dans la lignée de Caïn, n'hésite pas à mentir, entre autres pour cacher ses crimes, c'est ce que fait Caïn dès que Dieu l'interroge pour savoir où est son frère Abel.
encourage une culture de la vengeance. Elle est fondatrice des cités. Dans la Bible, c'est dit clairement. La première cité, alors dans la Bible, elle s'appelle Enoch, c'est le fils de Caïn. Et chez Gérard de Nerval, c'est Enochia, mais c'est la même cité. Elle est fascinée, cette lignée, par les techniques et les technologies. Et puis j'ai mis les deux choses importantes qui sont mises en évidence par Augustin d'Hippone. Elle veut dominer la création sans tenir compte de Dieu, c'est-à-dire qu'elle rompt les liens avec Dieu. Et en vocabulaire un peu technique, en latin, c'est ce qu'on appelle la libido dominandi, le désir de domination. Et puis la dernière, c'est pour pouvoir dominer, elle a besoin de connaître au maximum le monde. Et donc c'est un désir de connaissance sans limite que Augustin d'Hippone appelle la libido siendi. Libido, ça veut dire je désire. Enfin, c'est le désir. Sigmund Freud reprendra cette expression-là pour ceux qui ont lu Freud. Donc voilà les grandes caractéristiques, mais je ne voulais pas rester trop dans le concept. Je voulais aussi vous faire découvrir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'émets l'hypothèse, donc là j'assume, hein, vous serez capable de m'interroger, de protester si vous voulez, mais j'émets l'hypothèse que la lignée de Caïn se manifeste essentiellement dans toutes les forces qui gravitent autour de ce qu'on appelle le transhumanisme. Soit les associations et les institutions explicitement transhumanistes, je vais en présenter quelques-unes juste après pour que vous soyez un peu informés. Et puis après, comme je vais vous donner des noms, vous pourrez vérifier que ce que je dis est vrai. Il faut toujours prendre soin de faire l'effort de vérifier par soi-même pour vraiment prendre conscience. C'est aussi les forces qui soutiennent l'intelligence artificielle. De toute façon, l'intelligence artificielle et transhumanisme, c'est la même chose en fait. En fait, ils ont besoin de l'intelligence artificielle pour réussir leur but transhumaniste. C'est aussi tout ce qui tourne autour du big data, mais ça, c'est pour pouvoir réussir à faire une intelligence artificielle. On a besoin de la nourrir en intelligence, puisqu'elle est très très pauvre au départ. Donc, on va essayer de développer toute la recherche, la collecte des informations sur la multitude d'humains sur Terre pour pouvoir nourrir cette intelligence artificielle. Donc, en gros, c'est toutes les forces qui soutiennent que le progrès, c'est exclusivement le progrès technologique. D'où le choix du mot technocratie dans le titre de cette conférence, puisque la technocratie, c'est kratein en grec, c'est la prise de pouvoir par la force. Hein, c'est pas arcane, c'est pas la même chose. Kratein, c'est la prise de pouvoir par la force, enfin c'est prendre le pouvoir par la force, kratein. Donc technocratie, c'est la technologie qui prend le pouvoir par la force. La force n'est pas forcément l'utilisation de la force brute au sens destructrice du terme. Ça peut très bien se faire par la manipulation, ce qu'on va voir un peu plus loin avec notre cher ami Aldous Huxley. Et puis aussi un autre spécialiste de la manipulation qui s'appelle Édouard Bernays, que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors ça, je ne vais pas rester longtemps. Ça, vous reviendrez sur cette mind map tranquillement chez vous grâce au site, parce que là, c'est des pistes en fait pour que vous alliez creuser ces différentes institutions que certains ne connaissent pas. Alors j'ai mis un petit peu plus gros l'institution qui s'appelle Singularity University, et je vais vous la présenter après celle-là parce que bon, elle vaut, comme je le dis avec parfois des proverbes un peu paysans, elle vaut son pesant de cacahuètes, cette Singularity University. Vous avez aussi une petite entreprise qui s'appelle Google, qui a un centre qui s'appelle Google AI pour intelligence artificielle en anglais. Vous avez un autre endroit qu'il faut, si vous voulez être au courant de ce qui se passe, il faut regarder assez régulièrement, c'est Future of Humanity Institute, avec mon super accent anglais, qui se trouve à l'université d'Oxford. Il me semble que le président actuel, ou le directeur, je ne sais pas quel est le nom, il utilise, c'est Nick Bostrom, c'est le président fondateur, c'est un philosophe donc de l'université d'Oxford qui défend le transhumanisme. Vous avez une société très importante, j'en parle quand on étudie la Nouvelle Atlantide de Bacon, j'en parle, je la présenterai tout à l'heure, qui s'appelle la Royal Society. Et cette Royal Society a différentes branches, dont la British Science Association. Et cette British Science Association tient régulièrement, tous les ans, un sommet qu'ils appellent le Huxley Summit. Et le Huxley Summit, c'est en référence à Thomas Huxley, le grand-père d'Aldous et de Julian, qui s'est fait connaître comme le bulldog de Darwin, parce qu'il y a eu une altercation assez virulente entre un archevêque de l'église anglicane et Thomas Huxley, et Thomas a contribué en fait à faire connaître le darwinisme. Parce que Darwin était beaucoup plus posé, beaucoup plus mesuré que Thomas. Autrement, vous avez un courant de pensée qui est américain, mais qui est de plus en plus apprécié par les libéraux français, qui s'appellent les libertariens.
Et puis vous avez tout ce qui tourne autour de l'objectivisme de la philosophe Ayn Rand, dont je parlais en voix off tout à l'heure, donc je la présenterai. Et puis vous avez un courant de pensée qui n'est pas forcément très connu, il est plus connu dans les pays anglo-saxons parce que le représentant Peter Singer est un Australien, Toby Orb c'est un prof de philo d'Oxford. Donc Peter Singer, il navigue entre l'Angleterre et puis l'Australie. C'est ce qu'on appelle l'altruisme efficace. Donc je laisse ça, c'est juste pour que vous voyez qu'il y a pas mal d'entités. Bon là j'ai surtout mis les entités anglo-saxonnes. Le transhumanisme n'est pas qu'anglo-saxon, il est aussi chinois, mais là j'ai moins d'informations. Il est aussi russe et puis il est français, mais comme je suis professeur de l'éducation nationale, je vais surtout vous parler des Américains. On va rester prudent. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Yann Le Bâtard, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de Rezé, dans une conférence intitulée « La technocratie et la tentation totalitaire ». Bon, alors ça c'est la Singularity University. Certains sont capables de décrypter les logos et puis d'autres personnes non. Donc vous voyez l'ancien logo avec le beau S figuré et l'œil, alors moi j'ai envie de dire c'est l'œil de Sauron pour ceux qui connaissent un petit peu Tolkien. Bon, enfin c'est un peu connoté quoi. Surtout que on va voir les fondateurs de Singularity University. Il y en a 3, mais il y en a un qui s'appelle Peter Diamandis. Lorsqu'il est interviewé, et j'ai même acheté le documentaire qui est passé sur Arte pour avoir la trace de son interview. Quand il est interviewé, il dit en anglais « Et nous serons tels des dieux ». Alors ceux qui connaissent bien justement le livre de la jeunesse, ça leur parle tout de suite. Et ceux qui ne connaissent pas le livre de la jeunesse, ça leur parle pas. Et vous serez tels des dieux, c'est la phrase prononcée par le serpent pour tenter Ève. Donc quand Peter Diamandis, dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui est un pays majoritairement protestant, c'est-à-dire constitué de chrétiens qui connaissent bien leur Bible, quand il dit ça, évidemment ça porte un message aux États-Unis que beaucoup de personnes cultivées décryptent immédiatement. Alors ils ont changé leur logo en 2016, donc c'est celui que j'ai intitulé Novo Logo, et vous voyez que c'est en fait la spirale. Alors j'ai parlé dans ma première conférence de la spirale mimétique de la violence, mais on voit bien que c'est une spirale mimétique qui vise à ce que le transhumanisme se répande sur la Terre, sur la planète Terre. Et je vais vous en reparler parce que quand je vous parlerai de Julian Huxley, je vous montrerai que c'est des choses qui sont prévues il y a un certain temps, entre autres depuis 1967, puisque Julian Huxley nous le dit explicitement. Voilà, alors les fondateurs, c'est Peter Diamandis dont j'ai parlé. Au milieu, c'est Ray Kurzweil. Alors Ray Kurzweil, c'est un génie de la technologie. Il est actuellement chef ingénieur chez Google. Il a carte blanche chez Google pour faire toutes ses recherches en intelligence artificielle et puis en transhumanisme en général. Le projet de Ray Kurzweil est très simple. Alors, c'est pas du tout secret, tout ce que je vous dis là. Vous pourrez vérifier si vous ne me croyez pas. Vous pourrez aller voir. Il vise l'immortalité à l'horizon 2040. Bon, il est assez pressé parce qu'il commence à avoir à peu près 70 ans, donc il faut qu'il s'y mette, quoi. Et puis Rob Neil, c'est un peu le communicant de la Singularity University. Pour que vous voyez le poids de la Singularity University, je vous ai mis quelques logos. Enfin, j'ai pris ça sur le site de la SU, Singularity University, des entreprises qui ont financé la fondation. Alors certaines, vous les connaissez pas. Vous regarderez ça à tête reposée parce que c'est des entreprises très puissantes. Alors la première, Deloitte, je suppose que ça se prononce comme ça, alors je vous lis quand même, c'est l'un des 4 plus importants cabinets d'audit et de conseils mondiaux avec un chiffre d'affaires mondial de 46,2 milliards de dollars en 2019. C'est un immense cabinet d'audit. Alors évidemment, quand on n'est pas dans le monde de la finance, on connaît assez peu. Bon, en gros, il conseille les grandes entreprises dans tout ce qui... Alors on va appeler ça d'un vocabulaire soft. C'est tout ce qui est, si je dis évasion fiscale, ça va pas faire top, donc on va dire quoi optimisation fiscale. Bon, donc vous regarderez. Donc, Google est dedans depuis le début, mais on a aussi Genentech. Alors, je reparlerai de Genentech d'ici quelques temps, qui est une boîte très puissante qui appartient au laboratoire Roche. Le laboratoire Roche, l'un des premiers laboratoires au monde de fabrication de médicaments. Alors, autrement, ça, c'est les organisations internationales qui soutiennent la Singularity University. On reconnaît quelques associations quand même, Amnesty International, UNICEF, une certaine WWF. On est surpris. Le WWF a été fondé par Julian Huxley. C'est une grosse surprise. Ça, c'est les partenariats qui se développent, qui sont déjà développés
dans le monde. Donc vous avez en Australie, Benelux, c'est le Luxembourg, il me semble, le Brésil, le Canada, l'Italie, alors nordique, je ne sais pas si c'est la Suède ou la Norvège, le Portugal et puis l'Afrique du Sud. Mais ils sont en train de créer d'autres partenariats. Le but de la Singularity University, devenir une fac plus prestigieuse qu'Harvard. Soyons modestes. Ils sont situés dans les locaux de la NASA et c'est avec l'accord, enfin quand ça a été fondé, c'était avec l'accord d'un certain petit monsieur qui s'appelait Barack Obama. Ça, c'est l'actualité de Singularity University. Donc, si vous voulez suivre ce qu'ils vont dire, c'est simple. Vous allez du 16 au 18 sur le site, mars, et ils vont vous expliquer que la crise du coronavirus est très utile pour développer le transhumanisme. Parce que c'est le transhumanisme qui va nous permettre de nous en sortir face à cette crise-là. Ils sont à l'actualité. Alors, j'attire l'attention sur 2 personnes autres de la sphère des transhumanistes que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, je ne sais pas si ce que je viens de vous dire, vous le connaissiez, si vous aviez entendu parler de la Singularity University. Alors, 2 personnes. La première, j'avoue que je ne l'ai pas vu passer au début. La deuxième, par contre, je suis attentivement ce qu'il fait depuis déjà plus de 10 ans. Alors, Arthur Levinson, le voilà, Alors ça, c'est très surprenant. C'est quelqu'un qui est très peu connu, mais qui est pourtant très puissant. Donc je vais vous mettre pas son pédigré total, parce que malheureusement, il fait beaucoup de choses, cet homme-là. Donc il est né en 1950 à Seattle. C'est un Américain. Il est chercheur en biochimie. Petit détail de l'histoire, il est président du conseil d'administration d'Apple. En même temps, auparavant, il était membre du conseil d'administration de Google, pour ceux qui croiraient que Google et Apple sont concurrents. Il est PDG de Genentech. Genentech, c'est l'entreprise de bioingénierie filiale de Roche. Donc là, je le redis, Roche est numéro 1 mondial des médicaments, particulièrement pour le cancer et la virologie. En cette période de coronavirus, c'est quand même intéressant. Il est aussi PDG de Calico. Alors Calico, c'est pour California Life Company, mais en italien, ça fait pas en italien. En latin, ça se rapproche quand même un peu du calice, pour ceux qui connaissent la légende du Saint Graal. Donc California Life Company, c'est une filiale de biogénétique et de biotechnologie de Google, donc qui dépendait du centre de recherche Google X Lab, mais qui a été fermé et transformé en plusieurs entreprises. Enfin, je ne sais pas s'il est fermé, peut-être qu'il existe encore. Bon, en gros, le but de cette entreprise qu'il dirige actuellement, c'est de retarder le vieillissement des êtres humains. Donc on est toujours dans le désir d'immortalité, mais évidemment il faut passer par des étapes. Et puis il est aussi, alors là j'ai mis, il est membre de conseil d'administration de nombreuses entreprises, entre autres Hoffmann Roche, mais maintenant ça s'appelle Roche tout court, puis NGM Biopharmaceuticals, Amiris Biotechnology, et puis j'ai mis Broad Institute parce que c'est le centre de recherche biologique du MIT et de l'université Harvard. Donc je ne sais pas si vous remarquez quand même que c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant au niveau mondial, parce que quand on est président du conseil d'administration d'Apple, ça veut dire qu'on est plus haut placé que le PDG. Et puis quand on est dans Roche, Roche c'est un groupe international d'une puissance colossale au niveau médicaments. Bon, voilà. Arthur Levinson ne parle pas beaucoup, il est assez discret, mais c'est intéressant de suivre ce qu'il dit parce que ça donne une orientation sur le développement technologique à venir. Et puis vous avez ce monsieur-là, Peter Thiel, en anglais ce sera mieux. Donc Peter Thiel, alors moi je m'y intéresse pour une raison simple, c'est que c'est un philosophe. Il a fait ses études à Stanford, et puis après il s'est orienté dans les finances. Et puis avec plusieurs copains, il a monté une petite boîte qui s'appelle PayPal, qu'il a revendue. Et puis il a eu un professeur à Stanford qui s'appelait justement René Girard. Et il s'est pris d'intérêt pour la pensée de René Girard. Et donc quand il a gagné des milliards, il a fondé une fondation qui s'appelle Imitatio. Et cette fondation internationale finance les recherches sur René Girard. Alors ça, c'est une petite photo, vous reconnaissez peut-être. Donc ça, c'est Peter Thiel qui rencontre Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie. À l'époque, il n'était pas candidat à la République française. Mais bon, voilà. Alors, il se trouve que Peter Thiel est quelqu'un d'important. Il est membre, pour ceux qui connaissent ce groupe un peu... c'est pas secret parce que tout le monde le connaît, mais on ne sait pas ce qui s'y dit. Il est membre du groupe Bilderberg. Donc, voilà, il est gérant de Clarium Capital Management et partenaire gérant de The Founders
Found. Alors ça, c'est des noms qui ne nous parlent pas, mais dans la Silicon Valley, ça parle énormément parce qu'en fait, ce sont des... Alors, on dit aux USA, ce sont des business angels, c'est-à-dire ils financent les startups. Et en fait, c'est des incubateurs de startups, c'est-à-dire qu'ils financent les startups et puis une fois que la startup est bien démarrée, ils récupèrent pas mal d'argent, enfin énormément en fait. Et puis souvent, ils sont dans les conseils d'administration après des startups en question. Alors, l'une des startups qu'il a financées s'appelle Facebook. Depuis, elle a légèrement grossi. Donc, Peter Thiel est membre du conseil d'administration de Facebook. En 2004, alors ça, c'est une société qu'il faut suivre. Elle est peu connue, mais elle est très importante. Vous allez voir pourquoi quand je vais vous dire ce que c'est comme société. Donc, ils fondent une société de big data qui s'appelle Palantir Technologies. C'est là qu'on voit que la lecture de Tolkien permet de décrypter pas mal de choses, puisque le Palantir, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est l'instrument qui permet à Sauron, le méchant, de voir ce qui se passe à distance. Instrument qui vient des Numénoréens, et je reparlerai des Numénoréens à la fin. C'est aussi un des soutiens officiels de Donald Trump, c'est un de ses proches conseillers actuels, et il est libertarien et randien. Alors randien, ça vous dit peut-être rien, ça a un rapport avec la philosophe Ayn Rand dont je parlerai tout à l'heure. Donc je n'en dis pas plus. Puis je vous ai dit aussi qu'il finançait les recherches autour de la philosophie de René Girard, c'est-à-dire sur le fait que nos désirs sont mimétiques, c'est-à-dire que l'on peut influencer les désirs des personnes et aussi des foules. Donc c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Laurent Alexandre, le transhumaniste français qui a fondé Doctissimo et qui depuis s'est mis dans le séquençage génétique, qui est un proche conseiller de la République, dit de Peter Thiel que c'est l'un des maîtres du monde et qu'il faut savoir l'écouter pour comprendre ce vers quoi nous allons. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Yann Le Bâtard, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de Rezé, dans une conférence intitulée « La technocratie et la tentation totalitaire ». Je vais maintenant essayer de vous présenter des... En fait, je ne vais pas faire une conférence très technique au niveau conceptuel, comme je l'ai fait les 2 fois précédentes. Je vais plutôt... très rapidement, en m'appuyant sur des œuvres littéraires, plutôt des contes, des utopies, essayer de vous aider à discerner comment caractériser le transhumanisme et ce qu'il veut faire et comment il s'y prend. Pour cela, je vais vous parler dans un premier temps de La Nouvelle Atlantide, qui est une œuvre écrite par Francis Bacon. Francis Bacon, donc ça c'est 1561-1626, ça remonte quand même. Son œuvre a été publiée en 1627, c'est-à-dire un an après sa mort, enfin son œuvre Nouvelle Atlantide. Donc Francis Bacon est connu à l'Université de philosophie de Nantes, ça c'est clair. On a eu moi j'ai eu la chance d'avoir Michel Malherbe comme professeur de philosophie, c'est un spécialiste de Francis Bacon. Bon, Michel Malherbe ne m'avait pas dit tout ce que j'ai pu découvrir depuis sur Francis Bacon, mais il m'avait quand même appris un certain nombre de choses. Parce que c'était un personnage un peu, comment dire, il y a une légende un petit peu... il y a des légendes qui courent autour de ce personnage-là. Donc il était baron de Verulam, vicomte de Saint-Alban et, petit détail de l'histoire, chancelier d'Angleterre, c'est-à-dire quasi numéro 2 du royaume d'Angleterre. C'est un scientifique, un philosophe. En fait, je pense... je ne suis pas le seul à penser ça, il y a beaucoup de philosophes spécialistes des sciences qui le soutiennent, surtout dans les pays anglo-saxons. En France, on dit souvent cocorico, c'est grâce à René Descartes que la science s'est développée. Mais en fait, dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt grâce à Francis Bacon. Alors il se trouve que Francis Bacon a écrit La Nouvelle Atlantide comme une utopie. Moi, je dirais une utopie technocratique. Je ne vais pas y rester trop longtemps sur cette utopie. Mais en fait, ça préfigure un gouvernement mondial scientifique qui se trouve sur une île qui est secrète. C'est-à-dire que quand on accoste cette île, on a le choix entre 2 choses. Soit on y reste pour ne pas divulguer le secret, soit on en repart, mais dans ce cas-là, avec la mémoire effacée. Donc dans les 2 cas de figure, le secret est gardé. Dans cette île, il y a un roi, mais en fait, il n'a qu'un rôle de figurant. En fait, il signe les décrets. Et ceux qui dirigent l'île, ce sont des pères de famille de la maison de Salomon. Alors, Michel Ledeuf, philosophe française qui a traduit La Nouvelle Atlantide, aime à dire que c'est un pouvoir archi-phallocratique. C'est le peu de le dire. Je l'ai montré à mes élèves il n'y a pas très longtemps en terminale littéraire. C'est vrai que c'est très phallocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que
C'est plus que macho, quoi. Il se trouve que, bon, j'en dis pas plus, vous me poserez des questions si vous voulez, mais cette œuvre gagne à être connue, alors ça se lit facilement, on voit pas trop pourquoi c'est classé comme une œuvre philosophique, parce que c'est vrai que c'est une utopie qui se présente sous la forme d'un roman, mais il faut prendre du recul et puis il faut se poser la question, mais est-ce que je serais d'accord avec l'organisation politique qu'il y a dans cette île si c'était incarné aujourd'hui dans mon pays? Et là, en réfléchissant, il y a de grandes chances qu'on dirait non. Alors, il se trouve que cette œuvre de la Nouvelle Atlantide a influencé la création d'une société plus ou moins secrète. Alors aujourd'hui, c'est acté. On sait historiquement qu'elle a existé. Enfin, celle-là, parce que le nom vise 2 sociétés secrètes. La première, la Société Invisible. Le Collège Invisible, première société secrète qui a été fondée par le secrétaire de Francis Bacon à sa mort, avec l'aide d'un certain nombre de hauts dignitaires anglais. Mais en fait, c'est une société qui a organisé la création de la Royal Society. Donc ça, c'est acté. Quand on regarde les historiens, la plupart du temps, c'est des historiens francs-maçons qui en parlent. Bon, ils ne sont pas d'accord entre eux. Certains historiens francs-maçons disent que c'est la franc-maçonnerie qui l'a créé. D'autres disent que ce n'est pas la franc-maçonnerie qui l'a créé, mais ça a été fait avec les valeurs de la franc-maçonnerie anglaise. La Royal Society est une société très influente mondialement parlant, puisque vous avez à peu près une bonne partie des prix Nobel de physique, de mathématiques, qui sont reconnus comme membres de la Royal Society. Julian Huxley était lui-même membre de la Royal Society. Et comme je reparlerai de Julian tout à l'heure. Pour la Nouvelle Atlantide, c'est l'idée que le pouvoir doit être confié à ceux qui savent développer la science et la technologie. Et les autorités politiques ne sont là que pour signer les décrets décidés par les scientifiques et les technologues. Alors, Aldous Huxley va reprendre cette thématique de la Nouvelle Atlantide de manière très différente dans son livre qui s'appelle « Le meilleur des mondes ». Bon, voilà ce qu'il dit dans « Le meilleur des mondes ». Ça donne un peu, on est toujours sur la thématique de la technocratie. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Ça donne un sacré programme. Et donc, il écrit ce livre en 1931. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale et après l'explosion des 2 bombes nucléaires, de Nagasaki et d'Hiroshima, il réécrit une préface, donc c'est la préface de 1946, où il développe ce qu'il faudrait avoir pour avoir une dictature parfaite. Et donc il donne 6 conseils. Bon, pour ceux qui connaissent le livre, ça se vérifie assez facilement. Je peux même donner les pages, c'est pages 16 et 17. Donc c'est facile à trouver. Donc le premier conseil, c'est développer une technique fortement améliorée de suggestion. Bon, je ne développe pas parce que je vais en parler tout à l'heure avec Édouard Bernays et Propaganda. Développer une science des différences humaines, c'est-à-dire repérer les différentes compétences des différentes personnes pour pouvoir les mettre à la bonne place. Bon, c'est vrai que Parcoursup a quelque chose de comme ça, avec l'algorithme que nos chers programmeurs peuvent déterminer pour pouvoir mettre les choses à la bonne place. Enfin, les choses, c'est des êtres humains, mais enfin bon. Troisième chose, inventer une nouvelle drogue pour pouvoir anesthésier les populations. Bon, le cannabis n'est pas du tout utilisé dans notre société. Enfin, il n'y a pas de drogue, ça n'existe pas. Développer un système eugénique à toute épreuve conçu de façon à standardiser le produit humain. Vous apprécierez le mot produit humain. L'eugénisme, c'est tabou, il ne faut pas en parler. En fait, le transhumanisme est un eugénisme d'État. C'est ce que je vais dire ce soir. Je sais bien que nos dirigeants actuels n'aiment pas trop qu'on dise cela. Ils préfèrent dire que non, c'est un eugénisme privé, c'est pas organisé par l'État. C'est faux, parce qu'il faut des lois pour pouvoir faire un certain nombre de recherches. Donc il faut bien que ce soit voté par l'État. Ça tombe bien parce qu'on a une loi en ce moment qui porte là-dessus. Ça s'appelle la loi de bioéthique. Entretenir la promiscuité sexuelle, parce que ça occupe les gens. Bon, si on peut en plus développer la pornographie, il n'avait pas anticipé Aldous Huxley, mais enfin ça permet d'occuper quand même les personnes. Et puis, alors ça marche bien, encourager la liberté de se livrer aux songes en plein jour. Le cinéma et les jeux vidéo se sont quand même pas mal développés depuis 1946. Donc, en ayant tout ça, eh bien, on peut développer l'amour de la servitude du côté des masses, et pendant ce temps-là, organiser la mise en place d'une technocratie
Alors mondial, on va voir ça avec son frère Julian. Les références sont explicites, donc vous pourrez les vérifier. Évidemment, tout ça, malheureusement, c'est sourcé. Reste à savoir, évidemment, si les conseils d'Aldous ont été suivis. Je vous laisse analyser l'évolution de nos démocraties occidentales depuis 1946. Alors, nous avons un livre, justement, pour comprendre le premier conseil d'Aldous Huxley. Donc, je fais appel à plusieurs livres comme ça, comme avec des petites touches, parce que je pense que pour discerner ce à quoi nous avons affaire dans cette incarnation contemporaine de la lignée de Caïn, il faut varier les sources pour bien décrypter. Et donc, développer une technique de suggestion, vous avez un livre qui a été écrit par un Américain qui s'appelle Propaganda. Donc voilà ce qu'il dit: nous sommes gouvernés, nos esprits sont modelés, nos goûts sont formés et nos idées sont suggérées. Et donc le livre s'appelle Propaganda et le sous-titre, donc ça a été publié en 1929, c'est connu de toutes les personnes qui font ce qu'on appelle des relations publiques. Ça c'est le côté soft de l'appellation. Donc je vous lis le sous-titre: Comment manipuler l'opinion en démocratie. Ça a été la méthode qui est donnée par Edward Bernays a été utilisée pour la première fois par le président américain Woodrow Wilson lors de la Première Guerre mondiale, parce qu'il s'était fait élire sur un projet politique de non-intervention dans la guerre européenne. Et quelques mois après, il a décidé d'intervenir. Sauf que ceux qui l'avaient élu n'étaient pas d'accord. Et donc, il a monté une commission qui s'appelle la commission Krill, qui a consisté à retourner comme une crêpe l'opinion publique américaine pour faire en sorte que les Américains eux-mêmes demandent au président d'intervenir. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a pris moins d'1 an. Edward Bernays faisait partie de cette commission Krill. Edward Bernays est le double neveu de Sigmund Freud. Bon, je vous laisserai découvrir ça parce que vous avez Arte qui a fait un très bon documentaire qui s'appelle Propaganda. Donc on le trouve sur YouTube ou sur Dailymotion. Vous avez aussi l'interview du réalisateur du documentaire, parce que c'est un documentaire américain qui a été traduit en français. L'interview dure, c'est un professeur d'histoire de je ne sais plus quelle université. L'interview vaut vraiment le détour aussi. Alors, je ne vais pas faire un compte-rendu de Propaganda. Ce n'est pas un livre très épais, mais il faut quand même s'y arrêter. Donc j'ai essayé de condenser ce que je retiens de ce livre-là. Ça nous permet d'être un peu moins naïf sur ce qu'on appelle les relations publiques aujourd'hui dans nos démocraties, parce qu'évidemment, ça ne s'est pas arrêté avec la guerre 14-18. Il n'y a plus d'élections démocratiques dans nos démocraties occidentales qui fonctionneraient sans conseiller en relations publiques. Ça n'existe plus. Si vous en trouvez, vous me tenez au courant, je suis preneur. Puis je suis pas sûr qu'en Chine, l'absence de relations publiques existe aussi. Enfin, ça fonctionne différemment, c'est peut-être moins démocratique, mais enfin. Donc quand une chose choque la masse, ça c'est la première chose que je retiens, il suffit de changer son nom. Comme ça permet de la conserver. Alors c'est ce qu'il a fait, ne serait-ce qu'avec le mot propagande. Au départ, il appelait ça propagande. Bon, il a vu que propagande, ça passait mal, finalement. Donc ils ont changé ça en fabrique du consentement. Là, on voit encore que c'est cet esprit scientifique et ingénierie qu'on va adapter à la masse humaine. Et puis finalement, fabrique du consentement, ça fait un petit peu trop manipulation encore. Donc on change le mot, puis on appelle ça relation publique. Et alors là, tout de suite, c'est bien. Donc l'une des techniques de manipulation, c'est quand on veut faire passer quelque chose à un peuple récalcitrant, c'est ce que George Orwell avait montré dans 1984 en parlant de la novlangue, pour ceux qui connaissent, on change les mots. On ne change pas la chose, on ne change pas le but, mais on change les mots. Et comme ça, ça se voit pas. Enfin, ça se voit très peu. Pour manipuler les masses, alors oui, le mot masse peut-être vous paraît péjoratif, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cette tradition des relations publiques, en fait, on considère que les foules sont des insectes. Donc ils ne réagissent qu'avec des stimuli basiques, c'est-à-dire plaisir, douleur, enfin en gros, les émotions. Il faut chanter la réflexion intelligente en s'adressant, parfois même de manière subconsciente, aux émotions pour conduire les masses là où on veut. Donc c'est pas du tout voir les personnes comme des sujets de leurs actes. C'est plutôt voir les foules comme des
des ruches, même pas, des fourmilières qu'il faut, avec un petit peu de sirop de cerise, conduire là où on veut. Mais pour pouvoir conduire les masses là où on veut, il faut bien les connaître. Donc ça demande quand même un travail de recherche. Et particulièrement, il faut savoir repérer ce qu'il appelle les leaders d'opinion. Alors si vous regardez le documentaire Propaganda, c'est assez bluffant parce qu'ils sont allés quand même très loin, hein. Donc je vous laisse découvrir, je ne spoil pas. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec des outils comme Facebook, Google, BuzzTool, Big Data, c'est assez facile de repérer quels sont les leaders d'opinion. Et les youtubeurs que les jeunes aiment beaucoup peuvent servir de leaders d'opinion. C'est-à-dire que c'est des gens qui se tiennent très informés de l'évolution des mœurs. On n'est pas responsable des relations publiques sans être extrêmement vigilant, sans être extrêmement attentif à l'évolution de ce qui se passe dans nos sociétés. Et c'est vrai que quand on a les outils qui conviennent, c'est encore plus facile. Alors, c'est ce que dit Édouard Berdès. Il ne faut pas hésiter à susciter des événements nouveaux, c'est-à-dire créer toute pièce des événements pour réussir à faire le buzz, pour attirer l'attention de la population. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément créer des événements nouveaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber, une fois qu'on connaît les techniques de propagande d'Édouard Bernès, dans une vision paranoïaque de ce qui se passe dans notre société. Parce qu'en fait, ils sont aussi à l'affût des événements nouveaux qui se présentent qu'ils n'ont pas créés. Mais ils vont surajouter une couche de communication sur ces événements nouveaux pour réorienter le sens de ces événements en faveur de leurs intérêts. Alors, j'en arrive à la légende d'Adoniram. Je vais rester très peu de temps, c'est juste pour mettre en évidence deux choses. Donc c'est Gérard de Nerval qui écrit ça. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il est mort dans des circonstances troublantes. Puis ce sera difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, mais enfin disons que son suicide ressemble plus à on l'a suicidé que à je me suis suicidé. Donc dans son livre, il décrit... alors quel est son projet? En fait, il essaye d'écrire le mythe d'Iram. Alors son père est franc-maçon, on ne sait pas si lui-même était franc-maçon, et l'un des mythes fondateurs de la franc-maçonnerie anglaise, c'est le mythe d'Iram. C'est un mythe qu'ils ont réécrit. J'avais lu ce mythe-là sur un certain nombre de sites, mais le problème c'est que les sources n'étaient pas forcément fiables. Donc je cherchais une source littéraire pour être capable de voir, de décrypter un petit peu ce qu'il y avait comme... Parce que les mythes sont intéressants même s'ils ne sont pas vrais. Parce que dans un mythe, en fait, il y a une vérité sur les relations et sur les désirs. Et donc ça nous permet de réfléchir à ce qui se joue à l'intérieur. Et dans la légende d'Adoniram, donc en fait c'est Hiram, mais il l'appelle Adoniram, il y a deux choses principales qui... là j'en ai mis trois, mais trois. Première chose, c'est il relie Adoniram à Tubal-Caïn et donc à Caïn. Tubal-Caïn, c'est un descendant de Caïn. Alors, dans cette culture ésotérique qui est la sienne, il y a un mélange de mythologie qui vient de la mythologie juive, qui vient d'un petit peu partout. Alors il se trouve que Tubal-Caïn, dans un certain nombre de sociétés ésotériques, il est considéré comme le premier forgeron et aussi l'inventeur de l'alchimie. Alors, ce qui permet de comprendre aussi que dans la Royal Society, ça rejoint quelque chose. Dans l'un des premiers présidents de la Royal Society, ça va être Isaac Newton. Or, je ne sais pas si vous savez, mais Isaac Newton est d'abord un alchimiste. Or, le but de l'alchimie, c'est la pierre philosophale, c'est-à-dire l'immortalité. Donc en fait, on retrouve toujours ce désir de devenir immortel qu'on retrouve incarné dans des entreprises comme Calico aujourd'hui ou comme dans Google avec Ray Kurzweil, dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans la Nouvelle Atlantide, à la fin du texte, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous avez une liste des choses à faire pour les générations à venir qui s'appelle Magnolia Naturae, les merveilles de la nature. Et dans cette liste, il y a la prolongation de la vie. Alors il n'y a pas que ça, il y a des choses, il y a quelque chose surprenante. Bon, vous irez voir parce que c'est dans le texte. Puis sur le site dilexio.fr, vous avez les Magnolia Naturae, je les ai recopiés. Donc vous pourrez regarder. Alors à la fin de la légende d'Adoniram, Adoniram est tué parce qu'il a des secrets et donc certaines puissances veulent lui voler ses secrets abusivement. Et ces puissances sont pilotées par le roi Salomon. C'est assez surprenant. Et à la fin, Adoniram étant tué, les disciples d'Adoniram jurent vengeance sur toute la descendance de Salomon.
ça fait un paquet de personnes. La descendance de Salomon, c'est le peuple juif, hein. Ça revient à ça. Donc c'est assez surprenant, cette légende d'Adoniram. Moi, ce que je retiens dans ce que dit Gérard de Nerval, c'est la culture de la vengeance. Euh, Là, c'est une hypothèse que j'émets. Les transhumanistes, pour l'instant, n'ont pas de résistance en face d'eux. Ils se développent. Mais je pense qu'ils sont dans cette culture-là. J'émets l'hypothèse. Et donc, les personnes qui s'opposeront de face vis-à-vis d'eux, il faut s'attendre à ce que ça remue un peu beaucoup derrière. Je suis pas sûr que ce soit en leur faisant face. De toute façon, faut avoir des armes à leur hauteur. Quand on voit les entreprises qui sont derrière, on est bien petit. Donc moi, je vous conseillerais pas dans la 4e conférence de prendre les armes contre eux. À mon avis, c'est perdu d'avance. Et puis vous allez, enfin bon. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Yann Le Bâtard, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de Rezé, dans une conférence intitulée « La technocratie et la tentation totalitaire ». Alors, qu'est-ce que le transhumanisme? Pour savoir ce que c'est que le transhumanisme, en fait, il faut aller lire ce livre-là, qui est malheureusement en rupture d'édition, qui s'appelle Religion sans révélation, et qui a été écrit en 1967 par Julian Huxley, c'est-à-dire le grand frère d'Aldous Huxley, et comme Aldous, le petit-fils de Thomas Huxley, surnommé le bulldog de Darwin. Donc Julian Huxley a été directeur général, enfin exactement le premier directeur général de l'UNESCO. Ça aussi, c'est un petit détail de l'histoire. Donc il l'a été de 1946 à 1948. Il a été président de la Société eugéniste anglaise, bon, jusqu'à la fin de sa vie presque, je pense. C'est un grand biochimiste. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Religion sans révélation? Alors, je le disais tout à l'heure, il était aussi membre de la Royal Society. Alors, petit détail aussi, un certain nombre de mes collègues philosophes ont relevé ce détail-là. Il était un ami du père Teilhard de Chardin et il a aussi traduit les livres du père Teilhard de Chardin. Et c'est vrai qu'on est un certain nombre de philosophes catholiques en ce moment qui nous posent des questions sur la noosphère de Teilhard de Chardin. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Enfin bon. Alors certains penseraient même que le mot transhumanisme ne viendrait peut-être pas de Julian Huxley, mais peut-être du père Teilhard, mais ça c'est invérifiable, donc je ne sais pas trop si c'est vrai. Et puis Teilhard de Chardin, il est assez respecté dans certains milieux catholiques, donc émettre l'hypothèse que c'est peut-être pas si respectable que ça, on n'est pas toujours bien vu au sein même des milieux de catholiques. Mais je vous renvoie à ces livres qui parlent de la noosphère et de faire un peu la comparaison avec ce que disent les transhumanistes. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Mais je ne suis pas un spécialiste, donc je laisse aux spécialistes de faire le travail. Alors, ce que veut Religion sans révélation, bon déjà le programme est net, c'est la mise en place d'une religion. Alors, c'est la mise en place d'une religion mondiale. C'est la mise en place d'une religion mondiale eugéniste. Alors c'est écrit noir sur blanc dans le texte, donc je vais peut-être lire un paragraphe parce que ça serait trop long autrement, surtout qu'il reste 10 minutes. C'est pas simplement une religion mondiale pour ceux qui le voudront, c'est une religion mondiale pour toute l'humanité. Bon, après, petit détail de l'histoire, comme le mot eugénisme n'est pas très bien vu, en 1967, ça fait un peu... Bon voilà, les nazis sont passés par là, donc le mot est un petit peu dévalorisé. Et c'est là qu'ils décident de changer le mot, un peu comme nous l'a conseillé Édouard Bernays, quand vous avez un mot qui ne convient plus, ben, on change le mot, mais on laisse la réalité derrière. Et il l'appelle transhumanisme. Donc, quand vous avez des journalistes français ou autres qui disent que le transhumanisme n'est pas un eugénisme, bah c'est du mensonge pur et dur. Ou alors c'est qu'ils ne connaissent même pas l'inventeur du mot, ce qui est quand même embêtant. Quand on est journaliste, on s'est un peu renseigné. Donc le transhumanisme est un eugénisme. C'est-à-dire, il vise la modification du code génétique humain pour créer une nouvelle espèce. Avec cette phrase qui est à la fin, alors il ne dit pas post-humanité, mais ça revient à ça. Il veut créer une nouvelle espèce humaine de telle manière que les humains actuels seraient comparables à ce qu'il appelle les hommes de Pékin. L'homme de Pékin, c'est
c'est un homme qui a été découvert qui correspond à peu près, enfin, c'est pas la même espèce, mais qui correspondrait à dire l'homme de Néandertal, si vous voulez. Je vous lis quand même le passage, parce que autrement vous pourriez avoir du mal à me croire. C'est page 255 de Julian Huxley, Religion sans révélation. Voilà ce qu'il dit. La race humaine, si elle le souhaite, se dépassera elle-même. Alors, j'aime bien si elle le souhaite. Après, il rajoute, non pas sporadiquement grâce à un individu ici par une voie, un individu là par une autre voie, mais en sa totalité, en tant qu'humanité. D'où mon titre, Technocratie, tentation totalitaire. Parce que quand on dit que tout le monde doit y passer, bah c'est ça le totalitarisme. Il n'y a pas le choix. Totalitarisme, ça vient de tout. Hein. Il nous faut un nom pour cette foi nouvelle. C'est le mot foi qui est utilisé, donc on est bien dans le domaine religieux. Peut-être transhumanisme serait approprié. L'homme demeurant homme, mais se transcendant en réalisant les nouvelles possibilités de sa nature et en égard à sa nature humaine. Je crois dans le transhumanisme, et il met ça entre guillemets. Dès l'instant où un nombre d'individus affirmeront une conviction que la race humaine est au seuil d'une nouvelle forme de vie, aussi différente de la nôtre que la nôtre l'est de l'homme de Pékin. Elle accomplira ainsi consciemment son véritable destin. Donc ça, c'est la fin du livre. Dans ce livre, il n'y a qu'un seul ennemi qui pourrait s'opposer à cette volonté-là, qui est nommé précisément. C'est assez surprenant. En le lisant, j'avoue avoir été surpris. La seule institution ennemie, c'est l'Église catholique. Il ne nomme pas les autres confessions chrétiennes. C'est assez surprenant. Alors vous avez un autre transhumaniste qui est cybernéticien qui s'appelle Kevin Warwick, qui, reprenant le flambeau de Julian Huxley, prononce en 2002 ce petit discours qui a fait couler beaucoup d'encre, entre autres chez les anarchistes grenoblois, pour ceux qui connaissent, les anarchistes qui sont à Grenoble. Voilà ce qu'il disait: ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Alors, résultat des courses, les anarchistes grenoblois qui n'aiment pas du tout la mise en place d'un État totalitaire à la Julian Huxley ou à la Kevin Warwick ont écrit, donc vous pouvez télécharger et faire la recherche, un appel des chimpanzés du futur, comme le général de Gaulle avait fait son appel. C'est assez surprenant, hein, mais bon, vous lirez. Donc, alors il se trouve que l'intelligence artificielle est mêlée à tout ça. Le philosophe français Éric Sadin, qui est venu plusieurs fois à Nantes tenir des conférences sur ce sujet, vient de sortir un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, et le sous-titre est Anatomie d'un anti-humanisme radical. Mais quand on compare les êtres humains qu'on a devant nous, là, enfin, que j'ai devant moi ce soir, à des chimpanzés du futur, ça ressemble plus du tout à l'humanisme, vous voyez. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, moi j'y vois un point commun avec ce festival adoré des transhumanistes qui s'appelle le Burning Man. Ça, c'est la version 2019. Festival qui se dit lui-même néo-païen. Bon, je vous laisse aller chercher. La plupart des grands dirigeants des GAFAM y vont. Ça a été pendant un temps même un des critères de recrutement pour pouvoir être pris chez Google. Je vous laisse découvrir ça. Certains Français qui font de belles photos sont revenus enthousiasmés du festival. Je ne suis pas sûr qu'ils aient décrypté toute la dimension religieuse qu'il y avait derrière. Ils ont vu simplement le côté liberté, liberté, liberté. Toutes les envies, on peut les faire. Comme si la liberté, c'était ça. Mais ça, c'est une autre conférence. J'en arrive enfin à Ayn Rand. Pourquoi je parle d'Ayn Rand quand je parle des transhumanistes? Alors, je vais le dire. Alors là, j'ai mis un titre Ayn Rand, Femme capitale, parce que c'est le livre de Stéphane Legrand qui est sorti en 2017. Stéphane Legrand, donc collègue philosophe. Et c'est vrai que ce livre, je vous le recommande parce que ça permet d'ouvrir les yeux sur des choses qu'on connaît peu en France. Il se trouve qu'en ce moment, Ayn Rand est plutôt valorisée par les belles lettres avec un livre qui vient de sortir, préfacé par le philosophe Alain Laurent. Alain Laurent critique beaucoup Stéphane Legrand, mais enfin bon, quand on lit Ayn Rand, ne pas voir les critiques de Stéphane Legrand, c'est vraiment se voiler la face. Mais enfin bon. Donc Ayn Rand a créé un courant de pensée qu'elle appelle l'objectivisme, mais ça s'est incarné
plutôt dans la politique américaine par le courant des libertariens. Vous avez le drapeau des libertariens devant vous. Donc c'est un serpent qui dit ne me marchez pas dessus, parce qu'autrement je pique. Les livres principaux, il y en a deux, parce que c'est ceux qui ont été le plus lus par les Américains. Tirage à 2 millions d'exemplaires. Certains sondages laissent entendre, alors je ne sais pas s'ils sont fiables à 100%, mais en tous les cas on le dit assez souvent aux États-Unis, ce serait l'une des auteurs les plus lus après la Bible aux États-Unis, alors qu'elle est presque inconnue des Français. Son premier livre, paru en 1943, The Fountainhead, avec mon super accent. En français, c'est La source vive, qui n'a été traduit qu'en 1981. On peut voir, je vous recommande ce film-là, parce que ça permet de décrypter beaucoup de choses autour du néolibéralisme. Ça permet de décrypter qu'est-ce qui se cache comme philosophie derrière le néolibéralisme. Donc c'est un film qui a été adapté par King Vidor, avec le prestigieux acteur Gary Cooper, qui s'appelle Le Rebelle. Alors, ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent avec ce film, mais on a le mérite de l'avoir. Alors, il n'est pas traduit en français, je veux dire, on a la voix en anglais, mais on a quand même le sous-titrage en français. Je vous le recommande parce que ça permet de ne pas lire le livre de Fountainhead, qui est un gros pavé déjà. Enfin, oui. Alain Laurent ne va pas être content que je dise que ça permet de ne pas lire Ayn Rand, mais enfin bon. Puis autrement, vous avez en 1957, ça c'est le livre qui m'intéresse en fait pour faire le lien avec le transhumanisme. Le livre s'intitule Atlas Shrugged, qui veut dire Atlas hausse les épaules. Atlas, c'est le premier roi d'Atlantide, et on reconnecte ça à la nouvelle Atlantide. Il hausse les épaules parce qu'il fait la grève. C'est la grève des puissants qui en ont ras-le-bol de se décarcasser pour les pauvres qu'ils font travailler et qui ne se font que critiquer par les pauvres parce que, soi-disant, ils accumulent abusivement l'argent. Donc les méchants, c'est les pauvres, et les gentils, c'est les riches. Et donc ils décident de faire la grève et de se replier dans une contrée artificielle qu'ils ont créée, qui s'appelle Atlantis. Et voilà, le nouveau mythe de l'Atlantide est de nouveau présent dans Atlas Shrugged. Alors, alors lire le bouquin, c'est un plus gros pavé encore que La source vive. Et puis les films qui ont été réalisés sont plutôt médiocres parce qu'ils ont été obligés de changer d'acteur à chaque. C'est en trois films et ils ont changé d'acteur à chaque fois, donc on s'y perd un peu. Enfin bon, je vous laisse découvrir. Là, je traduis, c'est le discours d'Howard Rourke, qui est le personnage principal du premier livre. Je le fais en direct live avec ma traduction anglaise approximative. Regardez les résultats d'une société qui repose sur les principes de l'individualisme. C'est notre pays, donc il parle des États-Unis. C'est le pays le plus noble de l'histoire de tous les hommes. Voilà, elle est légèrement apologue des USA. On dit d'Ayn Rand que c'est l'égérie du capitalisme. Le pays est l'un des meilleurs accomplissements, l'une des meilleures prospérités, je fais une mauvaise traduction, mais c'est pas grave, et la plus grande liberté. Ce pays n'a pas été basé sur le sacrifice, la renonciation ou les préceptes de l'altruisme. Il a été basé sur le droit des hommes à poursuivre son propre bonheur, pas celui des autres. C'est une motivation privée, personnelle. Selfish, ça veut dire égoïste. Et regardez le résultat, regardez dans votre propre conscience. Alors ça, la question « Who is John Galt ?» c'est une question qui revient tout au long du deuxième roman, Atlas Shrugged, traduit par La Grève. Et en fait, John Galt représente l'idéal de ce que c'est que l'entrepreneur. Et c'est lui qui va conduire la résistance des riches contre les pauvres. Avec c'est Stéphane Legrand qui va mettre ça en évidence, avec cette sorte de paranoïa victimaire des puissants qu'elle défend. C'est-à-dire les puissants sont martyrisés par les pauvres étant appelés dans Atlas Shrugged les parasites. Et donc elle va écrire un livre de philosophie quand même, un peu plus conceptuel. Voilà, Alain Laurent est admiratif du livre. Moi, comme Stéphane Legrand, j'ai lu le livre, je me dis, oh là, elle n'a pas dû lire Aristote en début jusqu'à la fin. Parce qu'elle se réclame d'Aristote, mais alors là, je ne reconnais pas mon Aristote. Dans son livre intitulé « La vertu d'égoïsme », c'est un beau programme, elle nous dit qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin que de 3 vertus.
Alors pour ceux qui connaissent les vertus cardinales, tout ça c'est dépassé. Les vertus cardinales, c'est justice, prudence, tempérance, courage. Alors si je les mets dans le bon ordre, prudence, justice, courage, tempérance. Donc on n'en a plus besoin. À l'heure de la pollution planétaire, on n'en a plus besoin de prudence. De justice non plus, parce que tout le monde est... Enfin, on est dans l'égalité la plus plénière, quoi. Non, on a besoin simplement de la raison. Alors je ne savais pas que c'était une vertu. De la productivité. Je ne savais pas non plus que c'était une vertu. Et de la fierté. Je ne savais pas non plus que c'était une vertu. Voilà les personnes qui se réclament d'Ayn Rand. Peter Thiel, je vous l'ai présenté. Personnage que je n'ai pas besoin de présenter parce que vous le connaissez, c'est Donald Trump. Donald Trump dit lui-même que son livre préféré, c'est La source vive. Paul Ryan, qui est, alors c'est l'équivalent comment dire ça, du président de l'Assemblée nationale, hein, le Speaker of the House du Congrès américain, ça donne à peu près ça. Donc Paul Ryan a déclaré lui-même, donc il est fan d'Ayn Rand, il dit lui-même que, alors c'est même très très particulier, quand on a lu Atlas Shrugged, on se dit, parce qu'il n'arrête pas de critiquer, Ayn Rand n'arrête pas de critiquer le fonctionnement de l'État. Et Paul Ryan de dire quelle était, Ayn Rand, la raison pour laquelle je me suis engagé dans le service public. Bon, tout un programme. Mike Pompeo, quelqu'un de pas important du tout, directeur de la CIA de 2011 à 2017, actuel secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique depuis 2018, est un fervent défenseur de la pensée d'Ayn Rand. Rex Tillerson, président de la société pétrolière ExxonMobil, petit joueur parmi les puissants de la planète, donc président de 2006 à 2016, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, lui aussi, de 2017 à 2018. Et puis un autre fidèle ami de Ayn Rand, Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale des États-Unis, mais c'est vrai que c'est un organisme tellement peu puissant, puisque c'est la Réserve fédérale des États-Unis qui fixe la valeur du dollar. D'ailleurs, le bijou que portait continuellement Ayn Rand pour se symboliser, c'était une broche en or symbolisant le dollar. Donc Alan Greenspan était son ami. Il a été président de la Réserve fédérale des États-Unis. Il a vu se succéder plein de présidents de 1987 à 2006 et lui-même se définit comme républicain libertarien. Vous venez d'entendre la troisième des 4 conférences organisées par le Cercle Jean-Paul II sur le thème directeur « Fortifier notre capacité à agir dans la lignée du bien ». Et Yann Le Bâtard a abordé le thème « La technocratie et la tentation totalitaire » avec des auteurs philosophes, François Bacon dans « Nouvelles Atlantides », Ayn Rand dans « Atlas Shrugged » et Julian Huxley dans le mouvement qu'il a contribué à créer, le transhumanisme. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.